Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver La Voix est libre en grand format avec vous Patrick Noviello. Nous sommes à Narbonne. Bonjour Patrick. Stéphane. Narbonne, 52 800 habitants d'après le recensement de 2013. Une commune dont le territoire est aussi grand que le département des Hauts-de-Seine. Je dis ça parce que vous aimez les chiffres et vous allez nous donner beaucoup de chiffres au cours de l'émission pour nous éclairer. Une émission qui va parler justement de la région à la croisée des chemins, parce qu'ici, Narbonne avait un slogan. C'était au temps des années 80, Narbonne au cœur des Suds. Évidemment, A61, autoroute, etc. Ce sont des thèmes que nous allons aborder. 3 thèmes, les infrastructures de transport, l'aménagement du territoire et puis la confrontation ruraux et urbains. Et pour terminer, le plan Littoral 21 annoncé par Carole Delga, la présidente. C'était le 18 janvier dernier à Toulouse. Patrick. Alors quelques chiffres justement pour vous rendre compte des dimensions de cette région. 72 724 km², c'est 13% de la surface de la France. Imaginez, c'est plus vaste que l'Irlande, dont le drapeau trône derrière nous aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un France-Irlande aujourd'hui des moins de 20 ans en rugby à Narbonne. Et ce territoire regroupe 5 600 000 habitants, Stéphane, imaginez. Première partie, les infrastructures, le transport. 3 invités pour commencer. Tout d'abord, le vice-président chargé de la question. Bonjour, vous êtes Jean-Luc Gibelin. Votre titre exact, c'est mobilité, infrastructure de transport. Tout à fait, bonjour. Bonjour, vous êtes élu du Gard et vous avez mené le combat autour de Claude Onesta pour le premier tour de l'élection régionale. Nouveau monde en commun, c'est cela? Nouveau monde en commun, tout à fait. Une élue de la Haute-Garonne également avec nous, élue régionale Les Républicains, Elisabeth Pouchelon, bonjour. Bonjour. Et Julien Beaucaire, bonjour. Julien Sanchez, pardon. Julien Sanchez, le maire de Beaucaire, vous êtes conseiller régional Front National et vous appartenez à la commission des transports. Je disais que vous aimez les chiffres. Allez, quelle est la cartographie du rail dans la région? Allez, 2900 km de voies ferrées, 550 trains TER, 61 000 voyageurs quotidiens. Imaginez maintenant, il va falloir gérer tout ça au quotidien, Jean-Luc Gibelin, et avec une annonce de Carole Delga, les assises du rail. Alors qu'est-ce que c'est ça, les assises du rail? Est-ce que ça va vraiment être concret? Ça sert à quoi? Bien sûr que ça va être concret. Ça va servir d'abord à écouter, à rencontrer, à permettre que les usagers, les ayants droit au transport, les professionnels, les salariés, l'ensemble des forces vives, les élus, puissent participer à un grand débat qui soit le plus proche possible des lieux d'habitation et des lieux de travail de la population, pour parler d'abord et avant tout du train du quotidien. Vous avez évoqué des chiffres. Il y a la priorité pour nous aujourd'hui, c'est de travailler sur cette question du train au quotidien, de rendre possible cet accès en train sur l'ensemble de notre territoire, de permettre qu'il n'y ait plus de territoire qui soit exclu du droit au transport. Madame Pouchon, vous êtes convaincue par ces assises ou est-ce que c'est une manière de couvrir un petit peu les dissensions dans la majorité? Écoutez, je ne sais pas, mais je pense que ces assises sont indispensables puisque les conventions avec la SNCF doivent être renouvelées avant la fin 2016. Et on sait qu'on n'est pas content du service fourni par la SNCF ici. Et je pense surtout qu'il va falloir reconsidérer cette politique du tout rail qui a été celle des 2 régions au préalable, qui a coûté très cher avec un taux d'insatisfaction des usagers très élevé puisque si on en croit l'enquête du FC que choisir, on est dans les derniers en termes de ponctualité des TER. On est également dans des problèmes de sécurité à l'intérieur des TER qui ne sont toujours pas résolus. Et donc il y a une vraie insatisfaction des usagers. Et par ailleurs, le rail ne peut pas être la seule réponse aux problématiques de transport dans cette région. Et je pense qu'il va falloir reconsidérer l'équilibre entre le rail et la route. Julien Sanchez, vous allez y participer à ces assises du rail. Vous en attendrez quoi, vous, élu Front National? J'y participerai bien sûr parce que d'abord je suis venu en train ce matin. Donc vous voyez, le train... Ah, c'était vous? Ouais. Non, il y avait du monde quand même dans les TER ce matin. Donc ça permet effectivement de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc on parlait effectivement des retards des transports. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. On en avait parlé en Languedoc-Roussillon. Je pense qu'il faudra effectivement qu'on aborde le sujet avec la SNCF, bien évidemment. Il y a aussi la question des vélos qui ne peuvent pas toujours rentrer dans les trains. Or aujourd'hui c'est un problème important puisqu'on parle beaucoup du tourisme et notamment le tourisme estival. Il faut que les touristes puissent aussi prendre le train avec un vélo. Et puis on peut parler aussi du maillage ferroviaire. Vous savez que j'ai participé à plusieurs manifestations dans le Gard, notamment sur la ligne Alès-Bessèges, sur le train Le Cévenol.
On avait manifesté pour défendre ces lignes et je crois qu'il faut qu'on se batte tous ensemble sur ce sujet du maintien des lignes existantes et des gares existantes, parce qu'aujourd'hui la tendance est plutôt à fermer les gares depuis de nombreuses années, et il faut bien sûr mettre un point d'arrêt à cela et développer et maintenir les services publics auxquels nous sommes très attachés. Monsieur Gibelin, est-ce que vous partagez le constat plutôt négatif que Madame Pouchelon des Républicains a dressé pour commencer ? Alors nous sommes avec une situation qui est évidemment très contrastée sur l'ensemble de la région. Il faut prendre la mesure de cette région, de ces 13 départements, avec une très grande diversité en termes de couverture aujourd'hui par le train, en termes de couverture par la route, parce qu'on est aussi dans une situation qui n'est pas satisfaisante sur l'ensemble. Et en même temps, nous sommes dans une situation où il y a besoin d'avoir cet engagement de la région et nous le portons pour qu'il y ait une amélioration de la qualité du service rendu à la population. Alors justement, Carole Delga a rencontré Guillaume Pépi, le patron de la SNCF. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Il y a eu une première rencontre qui a permis de faire un premier état des lieux sur l'ensemble des dossiers à travailler. Il y a maintenant un programme de rencontres qui est engagé avec la direction, avec moi-même sur un certain nombre de dossiers pour faire un état des lieux. Nous sommes à la veille du renouvellement de la convention TER. Cette convention va être renouvelée, elle va être unique sur l'ensemble de la région. Elle va évidemment s'appuyer sur un état des lieux, mais elle va en même temps s'appuyer sur un certain nombre de propositions. Et dans ces propositions, nous avons évidemment celle de permettre que le train puisse répondre à un certain nombre de sollicitations. Il ne s'agit pas d'être dans une situation d'opposition, nous sommes dans une situation de complémentarité, dans une situation qui permette de faire aussi le lien avec les questions fluviales, puisqu'il y a, concernant le fret, beaucoup de questions à traiter sur l'ensemble de la région. Je vous propose, Monsieur Gibelin, peut-être de faire aussi l'état des lieux avec un reportage de Christophe Romain. Reportage. Toulouse à 3h10 de Paris. Le projet est sur les rails. Le ministère des Transports l'a confirmé le 26 septembre dernier. La fin de 35 années d'atermoiement et de valses hésitations. C'est un grand projet pour l'arc atlantique, pour l'Aquitaine, mais c'est aussi un grand projet européen parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, la grande vitesse va arriver à la frontière française en 2019-2020 et je pense que c'est important. La ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, longue de 200 km, prolongera la LGV Sud-Europe Atlantique déjà existante. La mise en service est prévue en 2024 pour un budget estimé de plus de 8 milliards d'euros. Un coût trop élevé pour la commission d'enquête d'utilité publique qui pointe aussi l'impact environnemental du projet et son financement incertain. De quoi motiver l'avis défavorable émis par la Cour des comptes et exacerber les critiques. De toute façon, il n'y a pas les financements. Et moi, je sais déjà que si le gouvernement met en place la déclaration d'utilité publique, eh bien, c'est clair qu'il y aura une mobilisation sur le terrain. Des critiques reprises un temps par Montpellier. La ville a cru un moment que le chaînon manquant de la LGV Méditerranée entre Nîmes et Perpignan ne verrait jamais le jour. Ce qui est un peu gênant dans l'affaire, c'est que cette ligne assure un maillon européen, l'Europe du Sud, et qu'elle assure la liaison entre Montpellier et Barcelone, entre l'Espagne et la France, et qu'à ce titre, elle devrait être priorisée. Mais coup de théâtre cette semaine, le gouvernement a confirmé le choix du tracé de ce tronçon attendu depuis 20 ans. Aucun projet pour le moment dans les cartons entre Toulouse et Montpellier, ce qui aurait pu renforcer la cohésion de la grande région. Enfin, l'axe Toulouse-Barcelone montre les limites du tout TGV. Lancée en grande pompe en décembre 2013, la ligne n'a pas rencontré son public. Elle a été suspendue et doit reprendre en avril prochain. Mais le train en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, ce n'est pas que le TGV. 800 trains y circulent chaque jour, dont 550 TER. L'état du réseau entre les deux anciennes régions n'est pas le même. En Midi-Pyrénées, la ligne Toulouse-Tarbes va être entièrement rénovée dans les prochaines années pour plus de 300 millions d'euros. En Languedoc-Roussillon, certaines lignes sont vieillissantes et menacées de fermeture, comme l'axe Béziers-Neussargues ou Carcassonne-Quillan, deux poumons pour l'activité économique de la région. Avec 2 lignes de TGV à construire et un réseau du quotidien à entretenir, la région a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Alors beaucoup de projets dans les cartons, on a vu ça. Mais alors Elisabeth Pouchelon, de votre point de vue, est-ce qu'on va avoir les moyens de financer tout ça ?
Mais c'est bien le problème, puisque concernant la LGV, nous avons un budget qui est prévu à plus de 8 milliards d'euros, qui est probablement même sous-estimé, parce que c'est déjà une estimation ancienne. Et nous n'avons pas les financements je parle de la LGV Toulouse-Bordeaux, et nous n'avons pas les financements. Il faudra probablement aller les chercher ailleurs, en particulier à l'Europe. Mais est-ce que ce sera aux dépens d'autres investissements ? C'est tout le problème. Tout a été acté par le gouvernement, que ce soit Toulouse-Bordeaux ou que ce soit Montpellier-Perpignan. Mais il manque l'essentiel, c'est le financement et un échéancier, si bien qu'on ne sait même pas quand les travaux vont pouvoir débuter. Et l'horizon 2024 pour Toulouse-Bordeaux, j'ai l'impression qu'il est quand même très hypothétique. Julien Sanchez, vous avez été concerné indirectement sur vos territoires par le contournement Nîmes-Montpellier. L'État a financé 65% du projet, les collectivités locales restent 25% du temps de Georges Frêche à la région. Vous pensez que les collectivités locales doivent mettre la main au porte-monnaie ? Mettre la main au porte-monnaie, oui, mais pour des projets intéressants et des projets réfléchis. Moi, je pourrais vous parler de la gare de Manduel, par exemple, qui n'est pas un projet réfléchi. Ce qui aurait été intéressant, c'est de faire... la grande gare TGV au sud de Nîmes, voilà. Pour les téléspectateurs de Midi-Pyrénées. Oui, pardon. Donc, effectivement, la tendance est à développer des gares en dehors des centres-villes. Et là, le problème, c'est que nous aurions souhaité un véritable pôle multimodal avec à la fois l'aéroport de Garon et puis une gare qui serait venue justement à côté de cet aéroport. Là, aujourd'hui, on fait l'inverse et ça n'est pas un pôle multimodal, ça n'est pas rationnel. Donc, oui, pour participer à certaines choses, mais à des projets intéressants, réfléchis, et ça n'est pas toujours le cas avec certains élus qui ont des projets pharaoniques et qui ne sont pas toujours du bon sens. Je reviens sur le budget avec vous. On a les moyens ou pas de financer tout ça, Jean-Luc Gibelin ? Alors, nous avons d'abord besoin de définir les choix que la région va vouloir porter. Et il faut travailler ces choix en articulation avec évidemment les contraintes budgétaires et financières que nous avons, mais en même temps avec le besoin de répondre aux besoins de la population et aux besoins de ce train du quotidien. Plus de TGV ou pas ? On en a besoin de plus de TGV ? Nous sommes dans une situation où nous avons besoin du TGV dans la région, c'est indispensable. Il y a besoin d'une ligne TGV, une ligne grande vitesse qui permette en particulier d'avoir une liaison fret, parce que nous avons besoin de cette liaison fret, en particulier sur la partie littorale, mais nous avons aussi besoin de conforter le train du quotidien, puisque ce sont plus de 20 millions de passagers jour en semaine qui utilisent le train du quotidien, et c'est bien à elles et à eux que nous devons répondre en premier temps, et nous y attacher avec beaucoup de détermination. Mais Monsieur Gibelin, est-ce que ce sera ou TER ou TGV ou TGV et TER ? C'est la question qui semble être posée indirectement à travers les assises que vous convoquez en septembre. Alors, les assises sont pas, les états généraux du rail ne sont pas convoqués en septembre, mais auront lieu dans le deuxième trimestre de l'année, comme la présidente Delgas y était engagée. Ils seront terminés normalement à la fin du premier semestre. C'est un engagement qui sera tenu. Et nous n'allons pas aujourd'hui donner le résultat de ce temps de concertation. Néanmoins, si vous posez la question, c'est qu'on ne peut pas faire le TGV et le TER. On n'aura pas d'abord c'est aussi simple, si on ne pose pas la question. Aux décisions qui vont devoir se faire en concertation. C'est que le choix qui a été pris, et nous prendrons ce temps de la concertation pour en même temps, après avoir le moment où nous déciderons de l'articulation entre l'ensemble des décisions et en même temps des sollicitations vis-à-vis de l'État, puisque l'État a une responsabilité importante sur les transports, il doit aussi l'assumer en la matière. Est-ce qu'il faut éventuellement en venir à du partenariat public-privé ? Je pense qu'il ne faut rien s'interdire, parce qu'on sait très bien que les financements seront très difficiles à obtenir, et je crois que le partenariat public-privé est une des possibilités qu'il ne faut surtout pas rejeter de principe. Mais vous pensez, Madame Pouchon, qu'on pourra voir Montpellier-Perpignan annoncé cette semaine, le Bordeaux-Toulouse ? On a l'impression que ça pleut des projets tous les jours. Je pense que c'est difficile dans la mesure où la situation économique de la France est très compliquée, la situation des collectivités locales aussi, et il est évident que c'est là que l'on se rend compte que la gestion de l'État est fondamentale, et qu'avec un pays dans un tel état d'endettement et de déficit, il est très difficile de financer des infrastructures de ce type. Jean-Luc Gibelin, vous vouliez réagir sur le partenariat public-privé ? Bien entendu. Bien sûr que ça fait partie des questions qui circulent. Ce qui est évident, c'est que pour ce qui nous concerne, nous serons très attentifs à ce que s'il devait y avoir un choix de partenariat public-privé, qui aujourd'hui n'est pas arrêté, en tout cas ce n'est pas la proposition que nous portons, s'il devait y avoir ce choix-là, nous serions très attentifs à ce que les conditions et les précisions soient tout à fait importantes, et qu'on n'arrive pas aux situations que nous avons connues sur la partie ouest de la façade ouest de notre pays.
Monsieur Sanchez, qu'est-ce que vous allez favoriser, vous, en tant qu'élu d'opposition, élu du Front National, dans ces discussions que la présidente de la région ouvre avec son vice-président? Ce qu'on le disait, à la fois il faut avoir cette vision sur aussi Montpellier-Toulouse, parce que ce sont nos deux capitales, ça c'est important de le dire aussi, parce que Bordeaux c'est bien, mais il faut aussi avoir à l'esprit Montpellier-Toulouse. Et ensuite il y a la proximité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin et aimeraient habiter dans la ruralité et aujourd'hui ne le peuvent pas parce que tout simplement l'essence ça coûte très cher et faire 40 km le matin, 40 km le soir, ça n'est pas possible. Donc ils sont obligés d'habiter dans des logements qui sont parfois indécents dans les grandes villes, et je crois que c'est notre devoir de favoriser, de faciliter justement le maillage ferroviaire dans nos régions et dans la ruralité, ça c'est très important. Et enfin, arrêter aussi la communication avec ce train à 1 euro qui a été fait en Languedoc-Roussillon. Je pense que ce qui serait plus intéressant, puisque ce train en plus il faut le réserver à l'avance, c'est très compliqué de l'avoir, ce serait plutôt de mettre en place par exemple une carte orange ou un pass Navigo comme ça existe en Ile-de-France ou dans d'autres régions pour favoriser l'accès au train. Alors, vous l'avez dit dès le début de l'émission, Elisabeth Touchelon, la question, est-ce que c'est finalement le moyen de transport le plus démocratique, le train? Parce qu'on parlait à l'instant de Toulouse-Montpellier, mais bon, on va pas se cacher non plus, Toulouse-Montpellier, c'est principalement la route quand même. Oui, bien sûr. Toulouse-Montpellier, c'est principalement la route parce que les trains directs sont très peu fréquents et très longs. Donc il faut 2h30 pour faire Toulouse-Montpellier. Donc ça n'est pas très concurrentiel par rapport à la route. Le problème, c'est que on parle de mailler le territoire avec le train, mais c'est irréaliste. Est-ce que vous imaginez de mailler le territoire avec du fer? Non, je crois qu'il faut à tout prix rééquilibrer les politiques en faveur de la route. La façon de désenclaver nombre de nos territoires, c'est justement d'améliorer le réseau routier. Il y a une ouverture avec les autobus. Il y a maintenant des possibilités de covoiturage qui deviennent simplifiées avec les nouvelles technologies et les applications, etc. Donc je crois qu'il y a une vraie évolution des modes de transport. Et il ne faut pas oublier que plus de 7 déplacements sur 10, domicile-travail, se font par la route. Donc c'est bien que c'est le choix qu'ont fait nos concitoyens. Et il faut à tout prix revoir toute cette politique routière. On a un état des routes qui est en train de se dégrader dans ce pays. Jean-Luc Gibelin. Oui, il n'est pas question pour nous de partir de ce constat et de considérer qu'il n'y aurait rien d'autre à faire que de multiplier le passage par la route. Nous, au contraire, nous considérons qu'il faut s'engager résolument sur un transfert le plus possible, en tout cas dans les conditions possibles sur le rail. Sur la question Toulouse-Montpellier, bien entendu que la question se pose et est importante. Mais aujourd'hui, en voiture, le centre-ville de Montpellier et le centre-ville de Toulouse, vous ne le faites pas en 2h10. Vous le faites en train et c'est important de ne pas le passer sous silence. Vous savez, j'ai quelques chiffres encore dans la musette. Vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, les péages ont augmenté. Surprise, incroyable. Alors, un petit ordre d'idée. En 2004, un Toulouse-Montpellier, ça coûtait 14 €. Aujourd'hui, c'est 21,70 €. Alors, on nous augmente les péages, soi-disant pour financer des travaux éventuels. Jean-Luc Gibelin, votre position par rapport à ça? Ma position sur l'augmentation des péages est évidemment d'être de ceux qui s'y opposent, de ceux qui considèrent qu'il y a eu déjà beaucoup de choses faites par rapport de produits pris sur le dos de l'utilisateur. Cette augmentation, ça va servir à financer des travaux ou pas? Cette augmentation, que je sache, n'a pas été décidée par la région. Et donc, le plus simple, c'est de demander à ceux qui l'ont décidé ce qu'ils veulent en faire. Pour ce qui concerne la région, nous avons besoin que l'État mette à disposition un certain nombre de moyens pour que nous puissions assumer cette responsabilité qui nous a été confiée et nous permettre d'articuler l'ensemble des moyens à disposition du public, en particulier sur la question du quotidien. Rapidement, Madame Pouchon, Monsieur Sanchez, est-ce qu'il faut tripler l'autoroute A61 Narbonne-Toulouse? Est-ce qu'il faut continuer la RN 88 structurante Lyon, Mende, Rodez, Toulouse? Bien sûr, toutes les personnes qui prennent régulièrement l'autoroute voient bien les difficultés qu'il y a avec en particulier un nombre de poids lourds important. Il faut à tout prix tripler Il faut faire pression sur Vinci pour que ce soit fait. On parle du prix des péages, mais est-ce que vous connaissez le coût du fer? Un kilomètre de fer, c'est 17 à 18 € le kilomètre. Donc, c'est pas parce qu'on le fait en partie gratuit, c'est pas parce qu'on a des tarifs payés en partie par la région qu'il ne coûte rien. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir les coûts en tête. Le ferroviaire, c'est quelque chose qui coûte très cher, c'est indispensable. On a bien compris. Il faut le développer, mais il ne faut pas que ce soit aux dépens de pans entiers de notre territoire qui ne sont mal équipés en matière de route. Monsieur Sanchez, synthèse et conclusion de Monsieur Gibelin. Oui,
Oui, très simplement. Donc, je pense qu'on parlait des sociétés d'autoroute. Je pense qu'elles s'engraissent bien aussi sur le dos du contribuable. Il faut que l'État demande des contreparties, notamment un fonds régional de rénovation routière qui serait abondé aussi par les sociétés d'autoroute, des constructions de parking à la sortie des autoroutes. Ce qu'il faut, c'est favoriser l'intermodalité. Je parlais tout à l'heure des vélos qui doivent pouvoir monter à bord des trains. C'est déjà dans le cas dans certains trains, mais pas dans tous. Et il faut que ça puisse être le cas. Et l'intermodalité doit vraiment être favorisée, facilitée. Et ça, c'est notre devoir de le faire. Monsieur Gibelin, vous êtes à l'aise avec ce discours sur les routes? Vous êtes d'accord? Monsieur Régnier avait un plan très ambitieux sur les routes. Sachant que dans votre majorité, il y a aussi des écologistes qui, eux, prônent plutôt le rail. Il n'y a pas que les écologistes qui prônent le rail. C'est la position que nous défendions dans la liste Nouveau Monde en commun, mais c'est aussi celle que porte Carole Delga. Donc j'entends dans la majorité de la région. J'entends bien. Nous sommes pour qu'il y ait une articulation entre l'ensemble des modes de transport, et nous ne sommes pas, nous, pour privilégier la route aux dépens du rail, comme ça a été fait pendant des années au plan national. Et nous sommes pour, au contraire, réaffirmer l'urgence de développer en termes de qualité, en termes de sécurité, un réseau ferré qui réponde aux besoins de la population et qui permette d'avoir cette possibilité de faire le lien avec le transport fluvial pour le fret, avec le transport en route sur un certain nombre de lieux, et qui permette de rassembler et de réunir les différents lieux de la région. Alors je vais être plus précis par rapport à un projet qu'attendent certains habitants du Tarn notamment, c'est un projet comme l'autoroute Castres-Toulouse. Est-ce que ça c'est totalement hors sujet pour vous, ou est-ce que c'est encore un projet qui pourrait un jour être financé et construit ? Sur ce projet, comme sur l'ensemble des projets de transport, nous sommes pour avoir une démarche réellement de concertation, une démarche qui permette à l'ensemble des actrices et des acteurs de terrain de participer au débat, mais en même temps d'être présents sur la détermination des réponses à leurs besoins. Nous sommes pour mettre en place, dans un délai le plus rapide possible, des comités départementaux des transports qui permettent justement de suivre ces questions et qui permettent d'avoir un lieu qui permette le contrôle de ce type de réponse. Donc sur ce type de sujet, nous ne sommes pas aujourd'hui à dire voilà ce que nous voulons faire, mais au contraire, démocratie participative, on veut entendre qu'il y ait un espace de débat, qu'il y ait un espace qui permette la confrontation, qu'il y ait un espace qui permette aussi d'être face aux responsabilités et aux moyens financiers qui existent, et à partir de là, nous prendrons les décisions avec y compris les élus locaux. Vous êtes convaincu sur la méthode ou pas de consulter? Je crois qu'on continue à perdre beaucoup de temps. L'autoroute Toulouse-Castres, je ne sais pas depuis combien d'années nous en parlons. Je crois que la décision, il faut qu'elle se prenne, parce qu'il y a un bassin économique très important dans ce territoire qui a de gros problèmes de transport. Je crois qu'on ne peut pas continuer à concerter. Les concertations ont eu lieu déjà depuis des années sur certains trajets. En matière de route, les deux régions ont très peu fait par rapport aux autres régions de France. Donc je crois qu'il faut vraiment rattraper ce retard. C'est très important pour nos régions. On a bien compris. Pour conclure, même question, ce type de concertation, vous y croyez, Julien Sanchez ? Madame Delga a été élue. Moi, je respecte les personnes qui sont élues. C'est son choix, c'est sa volonté de le faire. Moi, j'ai eu une autre méthode, si vous voulez. On se présente à la population lorsqu'on se présente à la fonction de maire, par exemple. On se présente avec un programme déjà construit, déjà élaboré par la concertation, justement, et ensuite on le met en œuvre. Bon, là, elle souhaite faire la concertation après avoir été élue. C'est sa liberté et c'est très bien. Ça permettra d'associer effectivement la population. Et je voudrais dire un dernier mot. Il ne faut pas oublier non plus le fluvial dans le transport. Le canal du Rhône à 7 est totalement sous-exploité, et il faut notamment parler de la réouverture d'écluses de Beaucaire et parler de tout le canal du Rhône à 7 qui doit devenir un petit peu comme le canal du Midi, c'est-à-dire vraiment un lieu de vie. Une prochaine émission peut-être. Gibelin, pour conclure, est-ce qu'on va pouvoir se parler sans tabou ? Bien sûr. C'est le but. Bien sûr. Non seulement le but, c'est de parler sans tabou, mais c'est surtout de permettre d'avoir, à partir de cet état des lieux, des décisions qui soient portées et partagées collectivement, parce que nous ne sommes pas pour des décisions qui soient prises à quelques-uns, mais au contraire pour que la population puisse participer à l'ensemble de ces questions-là. Merci à vous trois. Alors on parlait des routes à l'instant, on va accueillir d'ici quelques instants des nouveaux invités, on les attend d'ailleurs. On parlait des routes à l'instant, et bien ces routes, elles desservent aussi nos campagnes, nos zones de montagne, nos zones rurales, comme les villes. On va parler à présent d'aménagement du territoire, Stéphane. Donc vous me confiez votre mission d'annoncer les chiffres avec une palette graphique. Effectivement, on va parler de la répartition de la population sur le territoire. Eh bien, 31% des habitants de cette grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées vivent
vivent dans ce qu'on appelle les zones rurales. La moyenne nationale, c'est 23%. Donc on va s'intéresser à ça, les urbains, les ruraux. Voilà, Bref, et une puis réalité sociologique. que personne ne soit laissé au bord de la route, hein, puisqu'on vient de parler de transport. Nous en rejoint pour en débattre Aurélie Mayol, bonjour. Bonjour. Vous êtes élue socialiste de Lozère, vous venez d'être désignée vice-présidente de la région en charge de la montagne et de la ruralité. Face à vous, Madame la vice-présidente Philippe Caléja. Bonjour monsieur, vous êtes le maire de Saverdun, c'est dans le département de l'Ariège et vous appartenez au camp des Républicains. Absolument, le département de l'Ariège, si beau département. Et médecin généraliste dans le civil, on va en parler. Médecin dans la ruralité, dans la ruralité. Cette espèce en voie de disparition. Justement, on va en parler. Et puis, avec nous également Alain Vogel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'hiver droite de Pézenas. Un peu plus de 8000 habitants, c'est ça? Oui, c'est la même population depuis 1789. Dans l'Hérault. Dans l'Hérault. Un symbole fort. On n'a pas beaucoup coupé de tête alors à Pézenas. De l'autre côté, Claude Ferré, bonjour. Bonjour. Vous venez de loin, vous venez de Pras-de-Moyo dans le département des Pyrénées-Orientales, à la frontière avec l'Espagne. Alors vous, depuis que vous êtes à la mairie, vous avez été conseiller municipal avec monsieur Rémédy, vous êtes le maire depuis 2014. Vous ne cessez de lutter pour sauver les services publics. Tout à fait. Pras-de-Moyo, donc au lendemain de mon élection, j'ai appris de très mauvaises nouvelles. On se doutait un peu de tout ça parce que Pras-de-Moyo, historiquement, a subi la désertification rurale. Les services publics sont partis sur les dernières décennies. C'est un peu plus de 1000 habitants, hein, pour préciser. C'est 1080 habitants, oui. Et c'est important, les plus de 1000 habitants. C'est important. Nous recensons actuellement notre population et nous espérons rester au-dessus de 1000 habitants. On voit votre village d'ailleurs à l'antenne. Donc vous avez lutté pour la gendarmerie, pour le trésor public, enfin, tout y est passé. Tout y est passé, comme je vous ai dit. Au lendemain de mon élection, on nous a fermé une classe sans tenir compte de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes en ZRR. On aurait dû discuter avec les élus sur cette fermeture de classe. Ça a été une fermeture sèche. Derrière, le Trésor public n'a plus pu assurer sa présence hebdomadaire. Et depuis peu, j'ai eu la certitude de garder une partie de ma gendarmerie, qui était un point très important pour nous. Nous sommes un village frontalier et le territoire a déjà beaucoup souffert avec 2 fermetures sur les villages aux alentours. Alors, ruralité, service public, ça a été le mot magique pendant la campagne des régionales. Hein. On ne vous oubliera pas, vous qui habitez dans nos campagnes. Et pourtant, on l'a évoqué avec vous, chaque week-end, hein, c'est une manifestation dans un village de ci, de là, pour sa perception, sa gendarmerie et autres. Alors Aurélie Mayol, quels sont vos objectifs là-dessus et les garanties que vous donnez aujourd'hui aux électeurs qui vous ont porté à la majorité? D'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en introduction. Vous avez parlé de confrontation entre l'urbain et le rural. Je pense qu'il ne faut pas que nous continuions à percevoir nos territoires sur cette grande région comme des territoires qui s'opposent les uns aux autres. Non, je voulais dire, il ne faut pas qu'il y en ait plus pour les uns que pour les autres. Exactement. Et donc, il faut une attention particulière portée à ces territoires ruraux. Effectivement, comme disait monsieur le maire de Pras-de-Moyo, c'est dans cette hyper-ruralité qui est la sienne, on voit disparaître des services publics traditionnels. Donc, on peut parler de la poste, on peut parler aussi de services publics, privés, des stations-service, des guichets bancaires, etc. Et on voit difficilement arriver ce qu'on appelle les nouveaux services. Je pense notamment à tout ce qui est numérique. Donc nous, notre conviction et notre engagement, et d'ailleurs la vice-présidence dont j'ai la charge en est la preuve, c'est qu'on souhaite vraiment porter une attention particulière à cette ruralité aujourd'hui qui souffre, en sachant qu'il faut faire attention parce que sur notre région, il y a plusieurs ruralités. C'est-à-dire qu'on doit être capable, nous, régions, de nous adapter aux ruralités, d'adapter nos politiques au périurbain ou à l'hyper-ruralité qui est celle de Pras-de-Moyo. Donc le premier travail à faire, c'est de regarder comment on active les leviers pour ces ruralités. Philippe Caléja, est-ce que vous avez un sentiment d'abandon, vous, dans
commune, certes, qui est influencée très fortement par Toulouse. Un sentiment d'abandon complet, c'est celui de toute la ruralité. Regardez, toutes les lois qui sont sorties ces dernières années sont ciblées sur les métropoles, les agglomérations. Il faut toujours faire plus grand, plus gros, et la proximité disparaît. Et ce service individuel, ce service personnalisé disparaît. On a complètement oublié une chose importante, le désenclavement des territoires. Vous avez parlé de transport, c'est bien, mais la ruralité, si on veut qu'elle vive, il faut qu'elle ait des voies de communication routière de qualité, routière ou autoroutière, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse aller au cœur de la ruralité de façon cohérente. Et la qualité de vie qu'on y a est incomparable par rapport à celle de zones urbaines trop densifiées, trop surpeuplées. Comment vous situez-vous, Alain Vogel, dans ce débat, vous, maire d'une commune d'un peu plus de 8000 habitants ? Oui, mais nous on se situe comme des élus qui se retrouvent au cœur d'un département qui est un département plutôt riche, qui est l'Hérault, avec la nécessité d'avoir la région qui prenne maintenant la main sur une carte du territoire par rapport aux grands aménagements. Je crois que ça, c'est notre attente. Et puis derrière, qui porte un maillage des différents territoires qui composent effectivement cette mosaïque régionale. Donc on a un travail de fond à faire. La ruralité, c'est une richesse. Les métropoles aussi. Et comme le disait Aurélie Mayol, plutôt que de les opposer aujourd'hui, il faut les réunir. Il faut les mettre en relation. Et tout le travail aujourd'hui à faire, c'est tricoter ces liens entre une ruralité qui est extrêmement importante pour la région et des métropoles qui sont des locomotives. On va vous proposer de continuer le débat sur ce thème-là, mais tout de suite, on va partir dans les Hautes-Corbières, pas très loin de Narbonne, du côté de Tuchan, parce qu'en 2010, Georges Frêche avait inauguré la première maison médicale du Languedoc-Roussillon. Et bien, 5 ans plus tard, on va voir quel est le bilan. Reportage. Un jour de la semaine, un mercredi, pas forcément le plus fréquenté, mais à 9h30, il y a déjà des patients qui attendent. La maison de santé est pluridisciplinaire. Des médecins de différentes spécialités s'y côtoient. Mais le docteur Sanchez est à nouveau le seul généraliste. La jeune femme vient de Barcelone et s'occupe de patients sur 2 villages. 1300 personnes vivent sur le territoire. Les journées sont longues, d'autant que le deuxième généraliste est parti pour raisons personnelles. Des contacts ont été noués pour l'arrivée d'un autre praticien. Le docteur Sanchez l'attend avec impatience. C'est un besoin, parce que j'arrive pas à tout faire, à tout gérer, toutes les urgences. Je travaille sur rendez-vous. Depuis le mois de septembre, ces choses a changé. Car voilà, dès que j'ouvrais le cabinet, il y avait 10 personnes qui attendaient ou 15 personnes. Et ça stressait un petit peu pour moi et pour eux aussi. Donc maintenant, on travaille sur rendez-vous. Et il y a toujours des petits trous pour prendre les urgences, mais tout est plein. Donc il faut un autre médecin. Territoire rural niché en Haute-Corbière, Tuchan a été le premier village du Languedoc à créer sa maison médicale. 500 000 € y ont été investis par les pouvoirs publics. Sébastien Plat, le jeune élu du pays, se bat pour maintenir la vitalité d'un territoire. Son avenir passe par un développement harmonieux et le maintien des services publics. Malgré la recherche de notre généraliste, 5 ans après, le bilan reste positif. Le désert médical a reculé. Dans cette maison, ça fonctionne comme un mini-hôpital, quelque part, où vous avez, dans la semaine, en particulier le vendredi, la possibilité de prendre rendez-vous avec des cardiologues, des endocrinologues, des kinés, ostéopathes. Vous avez tout un tas de spécialistes. D'habitude, il vous faut un mois et demi pour avoir un rendez-vous en ville, alors que là, chaque mois, avec ces consultations, le PP, l'AMM peut venir à la maison de santé. Donc ça facilite la relation, la consultation, et ça facilite aussi, ça permet d'économiser de l'argent aux caisses sociales. Témoin d'une évolution sociétale, la maison médicale parle aussi d'une médecine où, dans l'idéal, s'efface peu à peu la solitude du médecin au bénéfice d'une pratique plus collégiale. Ici, on travaille en réseau avec 4 autres maisons et la logique se veut plus transversale, une évolution culturelle à laquelle doit aussi s'adapter le patient du monde rural. Qu'on essaie d'éduquer, entre guillemets, les patients à voir dans une même journée plusieurs praticiens. Un médecin de famille 24 heures sur 24, 365 jours par an, ça semble un petit peu désuet maintenant. Les jeunes veulent une médecine dynamique et également de courte durée, c'est-à-dire une journée normale, comme tout le monde espère avoir une journée. La maison médicale abrite aussi une pharmacie et juste à côté un établissement pour personnes âgées va voir le jour à Tuchan. Les projets ne sont pas à tonnes. On va repartir du côté de chez vous, Claude Ferré, parce que vous avez un projet, vous, à Prats-de-Moyaux.
Oui, tout à fait. On a un projet sur l'ensemble de l'intercommunalité. Alors un projet innovant, puisque nous avons une intercommunalité très étendue, certes peu peuplée, mais étendue. Donc avec une maison de santé pluridisciplinaire importante sur Arles-sur-Tech et 2 antennes, une sur Saint-Laurent-de-Cerdan et une sur Praz-de-Moyo. Maintenant, nous avons le soutien de l'ARS. Maintenant, il nous reste à chercher le financement. Et les professionnels aussi de santé. Les professionnels suivront. Aujourd'hui, le problème, c'est le financement, puisque la région participe, les départements participent, mais en général, c'est sur un seul établissement. Et là, nous allons faire une maison de santé avec 3 établissements. C'est une nécessité pour maintenir notre population dans nos villages. Docteur Caléja, est-ce que culturellement, le monde rural est en train de changer sur ses pratiques, sur sa manière de concevoir son quotidien et donc son futur ? Il est obligé de changer, il est obligé de s'adapter et il le fait en permanence. Il faut impérativement qu'il y ait comme ça des actions qui soient menées. Les maisons de santé, pluridisciplinaires de santé, ça ne correspond pas à tous les territoires. Dans ma commune, à Saverdun, un quartier médico-social s'est créé, nous l'avons créé, bien c'est de l'investissement privé. Pourquoi ? Parce que en investissant, en faisant que des privés investissent, ils sont intéressés pour que les médecins restent, pour que les professionnels restent, et donc ça permet de motiver beaucoup plus, et puis surtout ça permet d'éviter que l'argent public aille là-dessus, et ça nous permet de libérer de l'argent pour aller ailleurs. Donc oui, il faut s'adapter et il faut personnaliser, il faut adapter à chaque territoire sa situation, mais voilà, il faut qu'une qualité de vie persiste dans notre territoire, il faut qu'une qualité de vie soit des services multiples à la population, des services de proximité qui soient présents partout. Aurélie Mayol, par rapport à cette question des déserts médicaux, quelles seront vos priorités ? Donc, comme le disait Monsieur Caléja, effectivement, sur la question de la médecine dans la ruralité, il y a plusieurs modèles qui sont à étudier. Dans certains endroits, comme on l'a vu dans les Corbières, les maisons pluridisciplinaires fonctionnent. Il y en a d'autres, des endroits plus éloignés, on va dire, où c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut à la fois trouver un médecin, et là on sait que la profession de médecin généraliste est en train d'évoluer. On sait aussi que le numerus clausus fait qu'on a des difficultés de recrutement de médecins. Donc, et puis les jeunes médecins veulent aller en ville, non, Philippe Caléja ? Oui, voilà, en fait, les médecins, c'est des gens comme tout le monde. Le médecin toulousain, c'est le même que le médecin mandois. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut des transports, vous en avez parlé tout à l'heure, il veut Internet, il veut une qualité d'enseignement à proximité pour pas que son enfant ait des trajets de 45 minutes tous les matins. Donc les médecins exigent une qualité de vie, mais c'est normal comme les autres. Il ne faut pas que dans notre région il y ait des sous-citoyens. Mais les médecins, ceux qui souhaitent aujourd'hui, ils travaillent aussi en équipe. Et donc ils ne souhaitent pas être isolés sur un territoire. Nous, on va réfléchir à une expérimentation sur ce qu'on appelle des centres de soins en lien avec les hôpitaux locaux, par exemple à Mende, l'hôpital de Mende, pourrait accueillir une équipe de médecins généralistes qui se déploierait après sur le territoire. C'est un dossier qu'on souhaite mener. Alain Vogel, vous, à la dimension de votre commune, vous avez cette problématique ou pas ? La problématique, elle est nationale. Je crois qu'à un moment donné, on a tari la source en termes de médecins. On a limité. Le numerus clausus a été délétère. Aujourd'hui, il faut arriver à faire venir des gens de l'étranger, parfois pour assumer des services. Donc, on a la chance d'être dans un territoire qui est bien irrigué. Il faut trouver des solutions à l'échelle donc de l'agglomération Hérault-Méditerranée, du Biterrois. C'est là que les choses se passent. Mais les problèmes sont partout parce qu'à un moment donné, on n'a pas anticipé des phénomènes de tarissement de la source de médecins. Je crois que l'État a été défaillant. Vous êtes maire d'une ville plutôt moyenne. Quelles sont les demandes que vous auriez adressées à une vice-présidente de la région ? De quoi avez-vous besoin ? De l'argent, mais pourquoi faire ? Non, mais on n'a pas besoin tant d'argent que d'une vision, d'un projet, d'une carte du territoire qui permette de dire ce qui va se passer où. Et donc d'avoir des données claires pour savoir comment on va demain effectivement trouver les bons services à proximité, comment on va circuler pour aller se rendre jusqu'à ces services-là et comment derrière on aura un réseau, un maillage des choses. C'est ça la demande des villes, c'est cette irrigation, c'est ce maillage. Aurélie Mayol ?
Mais je suis tout à fait d'accord. On a une région, certes, qui compte 2 métropoles, mais on a aussi, dans notre région, et c'est une force, on a ce qu'on appelle des villes moyennes, Narbonne, Perpignan, Nîmes, voilà. On a aussi des petites villes qui sont des centralités. Alors je pense par exemple à Pamiers. Il faut aider ces centralités parce que justement c'est elles qui maillent le territoire, c'est elles qui apportent les services de proximité dont les communes de plus petite taille environnantes ont besoin. Donc ça, ce travail de maillage entre communes, il faut le faire. Après, la région, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que, comme l'a dit Monsieur le maire, il y a des initiatives sur les terrains, il y a des énergies à la fois privées et à la fois publiques, et la région doit être là pour les accompagner. Donc nous, notre projet, c'est de déployer les maisons de la région qui existent en Languedoc-Roussillon, de les déployer en Midi-Pyrénées, de les renforcer pour que ce soit vraiment des structures de proximité. Parce que je pense que la solution, c'est ça, c'est une gestion de proximité, rencontrer les maires, rencontrer les porteurs de projets privés, rencontrer les agriculteurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même l'agriculture et la viticulture. On en parlera le mois prochain, on sera au salon de l'agriculture. Voilà, c'est une richesse de la ruralité. C'est voilà, la ruralité produit des richesses, la forêt, gestion des ressources. Donc nous, ce que nous souhaitons mettre en place, c'est vraiment un lien direct avec les énergies des territoires. Simplifier nos procédures également, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de critères, mais pouvoir être un levier pour ces énergies sur les territoires ruraux. Rapidement, Monsieur Ferré, quelles sont les demandes que vous pourriez adresser à la vice-présidente et Monsieur Kaleja pour sa commune? On va faire un tour de table, on va conclure. Il m'a déjà invité à la fête de l'ours tout à l'heure. J'ai déjà invité Aurélie à la fête de l'ours. Non, nous, ce que nous attendons, c'est des réseaux routiers correct sur l'ensemble du territoire, pas que notre vallée. Le département des Pyrénées-Orientales, il y a 4 routes à améliorer. Il faut les améliorer. Je connais bien ce département. On en a besoin. On a besoin du haut débit sur tout le territoire. Nous avons des agriculteurs et des éleveurs qui ont besoin quotidiennement de ce haut débit. On ne l'a pas, et je crois que cette ruralité doit être une chance pour toute la France. On doit travailler au développement de la ruralité. Monsieur Kaleja, rapidement. Rapidement, deux choses. Vous avez parlé de l'adaptation des territoires. L'adaptation des territoires, c'est aussi le recul des dotations de l'État qui fait que les financements sont complètement différents et il faut que nos territoires s'adaptent. S'adaptent, puisque c'est incontournable, c'est ainsi. Eh bien, il va falloir s'adapter pour dépenser moins d'un certain côté, trouver des recettes nouvelles par un autre côté. Et Madame la vice-présidente, eh bien, je vais rejoindre mon collègue. Surtout, ce dont on a besoin, c'est d'un maillage routier efficace. Elle a bien compris, je crois. Un cadencement rapidement. Très rapidement. On va sortir de la route, sinon. C'est extraordinaire. Eh bien, ne sortons pas de la route, restons-y dedans. Mais tous les territoires ont besoin de ça, ce maillage routier. Plaidez pour notre cause, s'il vous plaît. Désenclavez nos territoires. Merci à vous 4 d'avoir participé à ce débat sur l'aménagement du territoire. Et puis, comment être à Narbonne, Stéphane, sans parler de la mer? Évidemment, on va parler du plan littoral 21 avec 2 invités qui vont nous rejoindre. Mais vous êtes l'homme des statistiques. Eh oui, 215 km de côte, 8 millions de touristes par an, 3 ports de commerce, 66 ports de plaisance. Imaginez le potentiel qu'a cette région. Stéphane, on va ressortir ce terme qu'il va falloir expliquer. Souvenez-vous, comme disait un célèbre présentateur, le plan Racine. Effectivement, le plan Racine, c'est dans les années 60. C'est cette volonté initiée par le général de Gaulle de développer l'offre touristique sur le territoire du Languedoc-Roussillon pour justement affronter la concurrence du voisin espagnol avec la création de la Grande Motte, du Cap d'Agde, de Port-le-Cat. Bref, un projet ambitieux et très régulièrement dans les discours publics de Languedoc-Roussillon, cette évocation revient de manière régulière. Eh bien, on va voir si ce plan littoral 21 est en train de renouer avec ce caractère pionnier des années 60 et du gaullisme. Et oui, avec 2 invités qui nous ont rejoints pour en parler. Didier Codorniou, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous êtes le maire PRG de Gruissant. Vous êtes aussi désormais le vice-président en charge de l'économie maritime et du littoral dans cette nouvelle assemblée régionale. De l'autre côté, Gilles Détor, bonjour. Bonjour. On a vu des images des années 60 de votre station, le Cap d'Agde. Vous êtes le maire du Cap d'Agde et le président de l'agglomération Hérault-Méditerranée, dont M. Vaugel est vice-président, me semble-t-il. Tout à fait. Et en effet, cette station Racine, je rappelle d'ailleurs que Didier Coronu est maire aussi d'une station Racine, puisqu'il y en avait 7 sur le Languedoc-Roussillon et que le Cap d'Agde, en effet, est la plus grande. Bon, Didier Codorniou, on dit que vous avez été un peu l'instigateur de ce plan littoral 21, mais racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans le panier ?
Alors, tout d'abord, dans le cadre de ma délégation de mes compétences, vous avez oublié donc les aéroports, où j'ai également donc la responsabilité. Le plan Littoral 21, en fait, c'est une réflexion qui émane depuis quelques années dans le cadre du Parlement de la mer que nous avons créé avec le président Christian Bourquin. Et c'était donc de pouvoir fédérer la communauté maritime et de réfléchir sur les objectifs de la croissance bleue. La croissance bleue, c'est quoi donc et ça représente combien? La croissance bleue, c'est donc on est sur le plan mondial sur 1500 milliards d'euros, sur le plan européen donc à moitié 750 milliards, et au niveau de la France, nous sommes à 96 milliards d'euros. Et nous pensons que l'économie bleue donc doit être un véritable levier économique pour notre Méditerranée. Et le plan Littoral 21, en fait, doit répondre aux objectifs de cette croissance bleue liée à l'environnement, liée bien sûr à l'économie et aussi donc à la société, au monde sociétal qui entoure la Méditerranée. Alors on va parler de l'économie touristique pour débuter. Qu'est-ce qui nous manque actuellement, Gilles Détor? Des logements un peu plus attractifs? Qu'est-ce qui nous manque? Écoutez, depuis maintenant 45 ans à peu près que l'État avait lancé la mission Racine, j'ai presque envie de dire que l'État a un peu abandonné cette question du littoral. Donc aujourd'hui, moi j'ai l'intime conviction que cette nouvelle grande région peut devenir la première destination mondiale du tourisme. Et pour ce faire, nous avons besoin de rénovation, nous avons besoin de modernisation parce que le marché est très concurrentiel. Vous avez parlé de l'Espagne, de l'Italie, le Maghreb, la Croatie, dont sont autant de destinations aujourd'hui avec Internet où on va très vite. Donc nous avons besoin de nous positionner et comme l'État nous a un peu abandonnés, j'ai envie de dire la région doit prendre le relais aujourd'hui pour remettre en perspective justement ce tourisme littoral, mais qui va devoir s'associer avec le tourisme de la montagne, le tourisme thermal, le tourisme patrimonial, le tourisme environnemental. Voilà quels sont les atouts de cette grande région et ce que nous devons mettre en mouvement ensemble. On manque d'offres marchandes concrètement aujourd'hui pour attirer des touristes supplémentaires et de l'économie supplémentaire? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Gilles Détor quand il parle donc de restructurer, de requalifier notre littoral. Alors, deux éléments. Le premier, nous avons, dans le cadre du Parlement de la mer, déposé à Bruxelles, avec donc mes équipes, un plan croissance bleue, donc qui était estimé à 330 millions d'euros, qui a été fléché. Et sur les 330 millions d'euros, il y a 30 millions sur les dragages, donc un vrai problème au niveau de nos ports de plaisance. Et également 300 millions pour la requalification des ports. Le plan littoral, donc 21, devra s'occuper de la requalification donc de l'hébergement pour que l'offre soit beaucoup plus revalorisée et puis que nous essayons de jouer dans la cour des grands. La cour des grands, c'est quoi? C'est de pouvoir attirer donc une clientèle touristique qui vient consommer dans nos stations, mais également qui reste chez nous et qui puisse donc circuler dans cette grande région. Et j'en reviens un peu donc à ce débat. Enfin, moi, je suis très heureux avec Gilles Détor, où on travaille d'ailleurs ensemble sur des réseaux Odyssea. Odyssea, c'est tout simplement d'aller chercher des fonds européens pour mailler le territoire de port en port et d'avoir une interconnexion au niveau de la terre. Alors beaucoup d'argent investi déjà et encore à investir sur le littoral, mais aussi des emplois et des revenus finalement à dégager. Alors avant de continuer ce débat avec vous, messieurs, on va donner un autre exemple de richesse littorale, celle qui nous vient du vent. On regarde votre reportage à Leucate, Stéphane Rattino. C'est une image dont l'éclat de la lumière et l'horizon marin disent la félicité de la villégiature. Leucate, un endroit nul autre pareil, qui sur un seul territoire offre 1000 facettes d'un tourisme raisonné et de moins en moins saisonnier. Dans le village audois, depuis 20 ans, l'innovation touristique et l'audace d'entreprendre ont permis le développement. Secteur en forte croissance, le tourisme est aussi fortement concurrentiel. Positionner la station sur des créneaux porteurs, donnant une valeur différentielle, c'est une clé. Ainsi, le vent est devenu un atout et Leucate le premier spot de la Méditerranée. Voilà, donc on stocke le matériel de planche dans ces coffres. On peut stocker jusqu'à 4 planches. Près de la plage, Patrice Besson est le patron d'un camping dédié à la glisse. Ouvert 8 mois par an, cet entrepreneur a créé un esprit de convivialité, une marque de l'idéal touristique, humain et toujours souriant. Grâce au vent et grâce à ce sport, sans ça, on serait ouvert comme beaucoup de juin
jusqu'à septembre, grâce au vent et au open board. Ce qui veut dire que la station est reconnue pour être un spot formidable? Oh, maintenant, oui. Depuis 32 ans, le 4 est un des plus beaux spots du monde et le premier spot de France. Le vent à l'E4, c'est presque 100 emplois à l'année. Un exemple pour l'Aude. Monique Ching est responsable de l'Office de tourisme. L'idée centrale de la politique est tirer la saison. À base d'une politique événementielle et d'une communication ciblée, le 4 a réussi ce pari. Prochainement au conseil municipal, un projet d'agrandissement du port, 250 anneaux supplémentaires notamment pour des bateaux plus grands. Le tourisme demande toujours d'être en mouvement. Depuis 20 ans, effectivement, nous nous sommes rendus compte que nous vivions essentiellement du tourisme. Donc il était important pour nous que la saison démarre dès les vacances de Pâques jusqu'aux vacances de Toussaint. Donc c'est vraiment notre but. Nous l'avons atteint parfaitement pour l'avant-saison en créant des événements comme le Mondial du vin ou Soli Fiesta. Et nous sommes en train de le mettre en place en créant des manifestations importantes comme Voix d'étoiles aux vacances de Toussaint qui clôturent un peu la saison estivale. Le Pays Basque, par exemple, a très bien réussi avec la thalasso, avec le surf, à se créer une destination qui marche tout au long de l'année. Notre modèle, c'est celui-là. Il existe aujourd'hui des ressorts. L'économie de la glisse en est un pour faire de cette région une destination où l'activité économique sera une activité pérenne annuelle. Aujourd'hui, le tourisme représente 15% de la richesse régionale. Un secteur d'activité plein de promesses. À l'E4 depuis 20 ans. Le tourisme cueillette a été délaissé, un modèle reproductible au-delà. Gilles Détor, je reprends les termes de votre collègue Michel Py. Est-ce que le Languedoc-Roussillon peut devenir une destination ? Mais cette grande région doit devenir une destination mondiale. Et encore une fois, n'oublions pas qu'au cœur du tourisme, dans cette thématique, il y a un gisement d'emplois extraordinaire. Et donc, le grand enjeu de demain, c'est que finalement, on travaille tous ensemble de manière à ce que toutes les activités dans cette région profitent du tourisme. Et je parlais tout à l'heure d'associer le terroir avec le tourisme, la conchiliculture, la pêche, la viticulture. Aujourd'hui, on fait le plus grand salon des vins à ciel ouvert, Vinocap au Cap d'Agde à l'Ascension chaque année. Ça marche très bien. Et donc, d'associer toutes ces forces du territoire avec le tourisme, forcément, c'est là aussi qu'on va pérenniser et créer des emplois. Pour conclure, Didier Codorniou, en 30 secondes, la priorité ou la clé peut-être justement pour en arriver à ce développement ? Non, il y a deux notions. Il y a la glisse, il y a le soleil. Sur la glisse, bien sûr, il y a les activités, mais il y a également un projet qui est extrêmement ambitieux, c'est l'éolien en mer, offshore, qui donc dans le cadre des nouvelles énergies, donc devrait apporter des milliers d'emplois sur deux zones dans notre région, une du côté de Barcarès, une du côté de Gruissan. Donc on est sur de l'expérimentation et donc sur l'éolien offshore, on parle donc également de stratégies à développer et sur la glisse donc des nouvelles pépinières donc qui vont aussi se créer très rapidement. Bien, écoutez, beaucoup de projets qu'on va suivre, qu'on va rendre en images évidemment. Et puis au mois de juin, on refera une émission complète sur le tourisme littoral. Tout donc à fait. On retrouvera sûrement Monsieur Détor. Oui, on vous retrouvera une spéciale prévue déjà pour le mois de juin. On vous donne rendez-vous, évidemment. On vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine parce qu'on défusionne la semaine prochaine, Stéphane. Oui, état d'urgence à Montpellier. Ok, et chez nous, on parlera du sale temps pour la neige. Cette saison, pas très fort justement pour les professionnels du tourisme dans les Pyrénées. En tout cas, merci à Narbonne de nous avoir accueillis. Évidemment, on va pouvoir aller à la plage cet après-midi, Stéphane. Beaucoup de soleil dans les yeux. Oui, beaucoup de soleil dans les yeux. Et à la semaine prochaine. Merci à vous.